Après leur mort à tous, on a fait des travaux à l'hôpital. Les murs ont été raclés, le parquet démoli et jeté, tout ce qui était en bois. Après la fin, je ne me souviens plus que par bribes. Et puis, la coupure... Je passe la nuit près de lui sur la petite chaise. À 8 heures, je lui dis « Vasenka, je m'en vais. Je vais me reposer un peu. » Il ouvre et ferme les yeux. Il me laisse partir. Je suis à peine arrivé à la résidence, à ma chambre, et me suis étendu par terre. Je ne pouvais pas me coucher sur le lit. Le corps me faisait trop mal. Qu'une infirmière frappe à ma porte. « Viens, cours le voir. Il n'arrête pas de te réclamer. » Mais ce matin, Tania Kibenok m'a tellement supplié. « Accompagne-moi au cimetière. Sans toi, je ne pourrais pas. » On enterrait Vitia Kibenok et Volodya Pravik. Vitia et mon Vassia étaient très amis. Nos familles étaient amies. La veille de l'explosion, nous avons pris une photo ensemble, au foyer. Que nos hommes y sont beaux, gais. Le dernier jour de notre vie d'avant. Comme nous sommes heureux. De retour du cimetière, j'appelle rapidement l'infirmière. Comment va-t-il? Il est mort il y a un quart d'heure. Comment? J'avais passé toute la nuit dans sa chambre. Je ne m'étais absenté que 3 heures. Je suis resté près de la fenêtre à hurler. On m'entendait dans toute la résidence. On avait peur de m'approcher. Puis je suis revenu à moi, le voir au moins une dernière fois. Le voir. J'ai dévalé l'escalier. Il était encore dans la chambre pressurisée. On ne l'avait pas encore emporté. Ses dernières paroles ont été « Lyusia, Lyusienka ». L'infirmière l'a calmée. Elle est juste sortie. Elle revient tout de suite. Il a soupiré, apaisé. Je ne me suis plus détaché de lui. Je l'ai accompagné jusqu'au cercueil. Bien que je ne me souviens pas d'un cercueil, mais d'un grand sac en plastique. Ce sac, à la mort qu'ils me demandèrent, « Voulez-vous voir comment nous l'avons habillé ?» Bien sûr, je le voulais. Il était revêtu de sa grande tenue, la casquette posée sur sa poitrine. On n'avait pas pu le chausser car personne n'avait pu trouver de chaussures à sa taille. Ses pieds étaient trop gonflés. Il avait fallu également couper l'uniforme car il était impossible de le lui enfiler. Il n'avait plus de corps solide. Il n'était qu'une énorme plaie. Les 2 derniers jours à l'hôpital, je lui ai soulevé le bras et l'os a bougé, car la chair s'en était détachée. Des morceaux de poumon, de foie lui sortaient par la bouche. Il s'étouffait avec ses propres organes internes. J'enroulais ma main dans une bande et la lui mettais dans la bouche pour en extraire ces choses. On ne peut pas raconter cela. On ne peut pas l'écrire. C'était tellement proche, tellement aimé. Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le mit pieds nus dans le cercueil. Sous mes yeux, dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois. Et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent, mais épais, comme une toile cirée. Et l'on a mis tout cela dans un cercueil en zinc. Seule la casquette est restée dehors. Tout le monde est venu à l'enterrement. Ses parents, les miens. Nous avons acheté des foulards noirs à Moscou. Une commission extraordinaire recevait les familles. On disait la même chose à tout le monde. On ne peut pas vous rendre les corps de vos maris, de vos fils. Ils sont très radioactifs et vont être enterrés dans un cimetière de Moscou selon un procédé spécial. Dans des cercueils en zinc, scellés, sous des dalles de béton.
et vous devez signer ce papier. Si quelqu'un s'indignait et voulait emmener quand même le cercueil au pays, on le persuadait que les défunts étaient des héros qui n'appartiennent plus à leur famille. Ils appartenaient désormais à l'État. Nous nous sommes installés dans le corbillard, les procédés militaires. Un colonel avec un appareil radio, on lui transmettait « Attendez nos ordres, attendez !» Nous avons tourné pendant 2 ou 3 heures dans Moscou, puis sur le périphérique. Puis nous sommes retournés à Moscou. On communique, l'entrée dans le cimetière n'est pas autorisée. Le cimetière est investi par des journalistes étrangers. Attendez encore. Les parents se taisent. Ma mère porte un foulard noir. Je sens que je perds connaissance. Je me débat dans une crise d'hystérie. Pourquoi faut-il cacher mon mari? Est-il un assassin? Un criminel? Un bandit? Qui enterrons-nous? Maman, du calme, ma petite fille. Elle me caresse les cheveux. Le colonel transmet, requiert autorisation d'aller au cimetière. La femme a une crise d'hystérie. Au cimetière, des soldats nous entourent. Nous marchons sous escorte. Elle emporte le cercueil. On ne laisse passer personne. Nous sommes seuls. La tombe est immédiatement comblée. Vite, vite, ordonne l'officier. On ne m'autorise même pas à enlacer le cercueil. Puis tout de suite, dans les autobus, tout en cachette. En un instant, on nous acheta et apporta les billets de retour. Le lendemain, un homme en civil mais qui se tenait comme un militaire nous accompagna partout. Il ne nous autorisa pas à quitter la résidence, même pour acheter de la nourriture pour le voyage, et que Dieu nous préserve d'en parler à quelqu'un. Surtout moi, comme si j'avais pu parler. Je ne pouvais même pas pleurer. Au moment du départ, la gardienne a compté toutes les serviettes, tous les draps. Elle les glissait aussitôt dans un sac en plastique. Sans doute les a-t-on brûlés. Nous avons réglé nous-mêmes la note de la résidence pour 14 jours. Tel est le cycle du mal aigu des rayons. 14 jours. En 14 jours, l'homme meurt. À la maison, je me suis endormi. Je suis rentré chez moi et je suis tombé sur le lit. J'ai dormi trop à jour. On a appelé les secours d'urgence. Non, a dit le médecin. Elle n'est pas morte. Elle va se réveiller. C'est un sommeil terrible. J'avais 23 ans. Je me souviens d'un rêve. Ma défunte grand-mère vient chez moi, vêtue des habits dans lesquels nous l'avions enterrée. Elle décore un sapin. Grand-mère, pourquoi ce sapin? C'est l'été maintenant. Il le faut. Ton Vassenka viendra bientôt me voir. Il a grandi au milieu de la forêt. Encore un autre rêve. Vassia vient, tout habillée de blanc, et appelle Natacha. Notre fille dont je n'ai pas encore accouché. Elle est déjà grande. Elle a vite poussé. Il la lance en l'air, sous le plafond, et il rit. Et je les regarde en pensant que le bonheur est tellement simple. Je rêve. Nous pataugeons longtemps dans l'eau. Nous marchons longtemps. Longtemps. Peut-être voulait-il me demander de ne pas pleurer. Peut-être me faisait-il un signe. De là-bas, d'en haut, à la maison. 2 mois plus tard, je revins à Moscou. De la gare droit au cimetière, chez lui. Et ce fut là où j'eus les premières douleurs. Dès que je lui parlais, on appela une ambulance. J'accouchais chez cette même Angelina Vassilievna Gouskova. Elle m'avait averti, viens accoucher chez nous. J'ai enfanté 2 semaines avant terme. On me la montra. Une petite fille, Natashenka. Je lui dis, papa t'a appelé Natacha.
À première vue, c'était un bébé sain, des bras, des jambes, mais elle avait une cirrhose, 28 Röntgens dans le foie, malformation cardiaque congénitale. 4 heures plus tard, on m'a annoncé que ma fille était morte. Et de nouveau, il est impossible de vous la rendre. Comment? Vous n'allez pas me la rendre? C'est moi qui ne vous la rendrai pas. Vous voulez me la prendre pour la science et je hais votre science. Je la hais. D'abord, elle me l'a pris. Oui. Et maintenant, elle veut encore. Je ne la donnerai pas. Je l'enterrerai moi-même, à côté de lui. Ce ne sont pas les vraies paroles. Non, pas les vraies. Après une hémorragie cérébrale, je ne peux pas crier, ni pleurer. Voilà pourquoi ce ne sont pas les vraies paroles. Mais je vais vous dire, personne ne le sait. Lorsque j'ai refusé de leur donner ma fille, notre fille, ils m'ont apporté une boîte en bois. Elle est là. J'ai regardé, on l'avait emmaillotée dans les langes. Alors j'ai pleuré. Installez-la à ses pieds. Dites que c'est notre Natashenka. Mais là, sur la tombe, il n'est pas marqué Natasha Ignatenko. Là, il n'y a que son nom à lui. Elle était encore sans nom, sans rien. Je vais toujours chez eux avec 2 bouquets, l'un pour lui, l'autre au coin de la stèle pour elle. J'avance à genoux, près de la tombe, toujours à genoux. On m'attribua un appartement à Kiev, dans un grand immeuble où habitent maintenant tous ceux de la centrale nucléaire. C'était le grand 2 pièces dont nous rêvions avec Vassia. Et moi, j'y devenais dingue. Dans chaque coin, là où je posais le regard, il était là. J'entrepris des travaux pour ne pas rester assise, pour oublier. Et ce fut ainsi pendant 2 ans. Un rêve, nous marchons ensemble, mais il va pieds nus. Pourquoi es-tu toujours pieds nus? Mais parce que je n'ai rien à me mettre. Je suis allé à l'église. Le pope m'a donné un conseil, il faut acheter des chaussons d'une grande pointure et les placer dans le cercueil de quelqu'un avec un mot qui sent pour lui. Je l'ai fait. Je suis allé à Moscou, tout droit dans une église. À Moscou, je suis toujours plus près de lui. C'est là qu'il repose, au cimetière Midinskoï. Je dis au prêtre que, voilà, j'ai besoin de transmettre des chaussons. Il me demande, sais-tu comment procéder? Et il m'a expliqué. On a mené justement un vieux grand-père pour l'office des morts. Je m'approche du cercueil, soulève le voile et y place les chaussons. As-tu écrit le mot? Oui, mais je n'ai pas indiqué dans quel cimetière il était. Là-bas, ils sont tous dans le même monde. On le retrouvera. Je n'avais plus aucun désir de vivre. Dans la nuit, je me tenais près de la fenêtre et regardais le ciel. Vasenka, que puis-je faire? Je ne veux pas vivre sans toi. Dans la journée, je passais près d'un jardin d'enfants et m'arrêtais pour regarder. Je pouvais regarder sans cesse les enfants. Cela me rendait folle. Et j'ai commencé à supplier. La nuit, Vasenka, je veux un enfant. J'ai peur de rester toute seule. Je ne le supportais plus. Vasenka. Et une autre fois, j'ai dit comme ça. Vasenka, je n'ai pas besoin d'un homme. Pour moi, il n'y a pas de meilleur que toi. Je veux un enfant.
J'avais 25 ans. J'ai trouvé un homme. Je lui ai tout raconté. Toute la vérité. Nous nous sommes vus, mais je ne l'ai pas fait venir chez moi, à la maison. Je ne pouvais pas. Là, c'est Vassia. Je travaillais dans une confiserie. Je sculptais un gâteau et les larmes coulaient. Je ne pleurais pas. Les larmes roulaient toutes seules. La seule chose que je demandais aux autres filles, ne me prenez pas en pitié. Si vous me plaignez, je quitterai ce travail. Je voulais être comme tout le monde. On me remit l'ordre décerné à Vassia, rouge, longtemps. Il me fut impossible de le regarder. Les larmes roulaient. Je donnai naissance à un garçon. Maintenant, j'ai quelqu'un pour qui vivre et respirer. Il comprend tout très bien. Maman, si je pars chez mamie pour 2 jours, tu pourras respirer. Non, je ne le pourrai pas. J'ai peur de me séparer de lui, mais pour une seule journée. Nous marchions dans la rue et je me suis senti tomber. C'est à ce moment que j'ai eu mon hémorragie cérébrale. Là, dans la rue. Maman, je peux t'apporter de l'eau? Non, reste à côté de moi. Ne va nulle part. Et j'ai serré fort son bras. Je ne me souviens pas de la suite. J'ai rouvert les yeux à l'hôpital, mais je le tenais tellement fort que les médecins ont eu du mal à desserrer mon étreinte. Et un bleu est longtemps resté visible sur sa peau. Maintenant, quand nous sortons, maman, ne me prends pas par le bras. Je ne te quitterai pas. Il est malade, lui aussi. 2 semaines à l'école, 2 semaines à la maison, avec un médecin. Voilà comment nous vivons. Chacun de nous a peur pour l'autre. Et Vassia est dans chaque coin. Ses photos. La nuit, je lui parle, elle lui parle. Les gens de la centrale vivent à côté de moi. Les gardiens, comment on les appelle? Ils ont travaillé toute leur vie. Et à ce jour, ils continuent à prendre leur poste. Plusieurs d'entre eux ont des maladies terribles, sont invalides, mais ils n'abandonnent pas la centrale. Qui a besoin d'eux aujourd'hui? Et où? Beaucoup meurent sur le coup. Un homme était assis sur un banc et il est tombé. Un autre attendait l'autobus dehors et il est tombé. Il meurt. Mais personne ne les a véritablement interrogés sur ce que nous avons vécu. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible. Mais moi, je vous ai parlé d'amour, de comment j'aimais. Je n'avais plus aucun désir.